Dimitri Pavlenko. 8h41, c'est un sujet douloureux, une conséquence inévitable dans toute guerre, l'exode des Ukrainiens. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 1 million d'Ukrainiens pratiquement ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. La semaine dernière, c'est la plus intense semaine de fuite humaine en Europe depuis au moins la guerre des Balkans dans les années 90. Les Nations Unies déclarent se préparer à accueillir jusqu'à 4 millions de réfugiés en provenance d'Ukraine dans les jours et semaines à venir. Emmanuel Macron, mercredi soir, disait que la France prendrait sa part. Sommes-nous en train de revivre la crise migratoire de 2015-2016 ? Il y a des points communs, il y a aussi des différences. On va en parler ce matin avec Philippe Val qui est avec nous à nouveau. Rebonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Rachel Kahn nous a rejoint. Bonjour Rachel. Bonjour Dimitri. Et Didier Lesky, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Alors, dans cette crise-là, c'est pas vous qui êtes en première ligne. Normalement, c'est plutôt l'OFPRA, si je ne m'abuse techniquement, l'Office français de la... c'est l'inverse. Ah non, c'est plutôt vous, d'accord. Oui. Voilà, je n'y connais rien. On a dit qu'actuellement, on voit ce mouvement d'abord de solidarité de nombreux Français, de nombreuses communes, de nombreuses associations, tout le monde se disant prêt à accueillir chez soi des réfugiés ukrainiens. Est-ce que vous les avez vus venir franchir la frontière ? Quelle est l'ampleur aujourd'hui de l'afflux d'Ukrainiens en France, Didier Lesky ? Alors, actuellement, il est très faible pour des raisons liées au fait que on a une partie de ceux qui sont partis d'Ukraine, qui sont essentiellement des femmes et des enfants, qui font une étape en Pologne et qui attendent un peu ces hommes qui courageusement se battent en Ukraine, les pères, les frères. Il y a 1,5 million d'Ukrainiens qui vivent en Pologne. Il y a 500 000 titres de séjour et puis la Pologne est un lieu de repli traditionnel des Ukrainiens et la Pologne avait des problèmes démographiques importants de travailleurs. On a longtemps parlé des Polonais qui étaient partis à l'ouest et qui ont été remplacés effectivement par des Ukrainiens. Et donc, ce qui se passe actuellement dans toute l'Europe, c'est que les personnes qui veulent aller plus loin, qui ne veulent pas rester dans les pays limitrophes, comme c'est souvent dans les cas de conflit, où les pays limitrophes sont les lieux d'accueil immédiat des personnes, oui. Eh bien, ils vont d'abord dans les pays où il y a des proches. Et la France ne fait pas partie des pays où il y a le plus de proches. La France, c'est un peu moins de 18 000 titres de séjour pour les Ukrainiens. C'est 236 000 en Italie, 112 000 en Espagne, oui. 30 000 au Portugal. Et donc, par exemple, on a eu des arrivées ces derniers jours, quelques dizaines, quelques centaines, et une partie de ces arrivées, c'est des personnes qui nous disent moi je veux continuer vers l'Espagne parce que j'ai des proches, et on peut comprendre, c'est-à-dire on va d'abord là où on a des personnes, des proches qui peuvent vous accueillir parce que on espère pour eux que c'est une situation transitoire. Voilà, il y en a aussi, alors vous avez cité la Pologne, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie, la Slovaquie, donc des pays de proximité. Oui. Mais alors, est-ce qu'on voit se dessiner un mouvement ensuite de redistribution, si je puis dire, pardonnez-moi ce terme, qui a un peu tendance à objet-tiser ces drames humains, mais que dit le droit d'ailleurs très concrètement ? Alors, quand on part en proximité, est-ce qu'on a le droit ensuite d'aller s'installer où l'on veut dans l'Union européenne ? D'abord, il faut rappeler que les Ukrainiens rentrent dans l'espace Schengen sans visa. Oui. C'était une décision qui est déjà ancienne, donc tout Ukrainien qui arrive en France, pendant 90 jours, comme n'importe quel, je dirais, touriste, a une situation légale dans l'ensemble des pays Schengen. La deuxième chose, c'est que avant de parler de répartition de la charge de l'accueil qui peut se poser dans les prochaines semaines si le conflit continue, il faut bien comprendre que il faut prendre en compte la volonté des personnes. Et actuellement, la volonté des personnes, c'est plutôt d'aller là où elles ont des proches. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déjà des personnes qui viennent en France et qui n'ont pas forcément des proches, mais globalement, le flux, actuellement, c'est cela. Après, la question de la répartition, si vous voulez, elle n'est pas encore posée dans l'esprit des gens, puisque tout le monde espère que le conflit s'arrête, et en particulier ceux qui ont des proches qui se battent de l'autre côté de la frontière. Mais Didier Lesky, gouverner, c'est prévoir. J'imagine que les États se posent déjà la question de cette éventuelle les États se posent, mais il y a eu une décision hier du Conseil européen Justice Affaires Intérieures, comme on dit, qui est la mise en place d'un statut particulier, l'activation d'un statut particulier qui est la protection temporaire. Et en France, ça voudra dire que toute personne ukrainienne qui arrive pourra immédiatement bénéficier du droit de travailler, bénéficier du droit à la santé, et il y aura une allocation versée justement par l'Office français de l'immigration, et c'est un dispositif qui est commun à l'ensemble des pays européens. Donc il y a cette protection temporaire qui est un statut
qui est immédiatement supérieur à celui de demandeurs d'asile. Donc il y a déjà une structure en fait qui est envisagée. Et puis il y a justement l'organisation de la mobilisation sur le terrain à travers les préfets. Marlène Schiappa ce matin va recevoir les présidents des associations d'élus et puis aussi les associations qui existent de Tchétchènes en France. Je reprends le chiffre que vient de nous donner Didier Lesky, Philippe Val, 18 000 visas ukrainiens en France. Enfin, 18 titres de résidents. Titres de résidents, pardon. Délivrés à des citoyens ukrainiens en France. Ça paraît peu, mais sachant qu'il y a quand même aussi une ancienneté, une antériorité à des relations importantes entre la France et l'Ukraine, au titre notamment de la catastrophe de Tchernobyl. Je ne sais pas combien il y a d'associations d'amitié franco-ukrainiennes en France. Oui, énorme. Ouais. Oui, énormément d'associations 1901. Mais vous savez, je pense que l'afflux de réfugiés ne concerne pas directement, comme vous le disiez, la France, tout de suite, en tous les cas. Il va y avoir un temps de latence, mais c'est dans le plan initial, à mon avis, de Poutine. Il avait plusieurs armes pour déstabiliser l'Europe. Après tout, c'est son but ultime, et c'est pas simplement l'Ukraine. C'était la propagande, c'était la menace nucléaire, c'était l'attaque militaire sur l'Ukraine, et déclencher un afflux de réfugiés sur l'Europe pour provoquer une montée des extrêmes politiques qui lui sont toujours favorables. C'est-à-dire l'extrême droite, l'extrême gauche. Ça n'a pas marché. Donc c'est la version en grand de cette crise artificielle des réfugiés qu'on avait vu à l'œuvre à l'initiative de la Biélorussie. À l'initiative de la Biélorussie, c'était comme une répétition en petit exactement, la Biélorussie. Là, c'est le vrai scénario qui se déroule. Mais manque de chance, les réactions sont différentes. Parce que même, c'est intéressant ce qui se passe par exemple à l'extrême droite. Chez nous, il y a deux extrêmes droites maintenant. Il y a celle de Zemmour, il y a celle de Marine Le Pen. Alors Zemmour, qui est français avant d'être républicain, ne veut pas prendre les Ukrainiens, mais Marine Le Pen, qui a fait sa conversion et qui se dit plus républicaine elle dit qu'elle va accueillir les réfugiés. Donc, Éric Zemmour, quand même, pour être précis, ce qu'il dit, c'est les Ukrainiens eux-mêmes préfèrent rester à proximité de leur pays. Il a un discours et qu'il faut aider, voilà. Ouais. C'est vrai, mais enfin, son discours, voilà. Et il se trouve que l'esprit républicain, en quelque sorte, commande que l'on accueille des réfugiés de guerre et commande que l'on accueille les Ukrainiens. Donc, il s'est trompé, là aussi, Poutine, d'une certaine façon, même si, effectivement, ça va nous coûter très cher et même si ça va nous obliger à faire beaucoup de sacrifices. Mais alors, Rachel Kahn, c'est effectivement un plan désamorcé par cet élan d'empathie absolument incroyable et de solidarité d'une majorité d'Européens envers les Ukrainiens et qui, paradoxalement, rappelons-le, se sont inquiétés, voire ont rejeté les réfugiés afghans, les réfugiés syriens, les migrants africains. On n'a pas bougé non plus beaucoup pour les Arméniens attaqués par l'Azerbaïdjan. Comment vous expliquez ce phénomène particulier à l'égard des Ukrainiens ? Effectivement, alors certains parlent justement de réfugiés pas à deux vitesses, mais deux types de réfugiés, ceux qu'on accepte et ceux qu'on n'accepte pas. Mais je voudrais quand même rejoindre malgré tout, parce que il y a eu effectivement des prises de parole des dirigeants politiques sur ces réfugiés non acceptables, mais l'élan de solidarité, ce qui ressort, le révélateur, c'est quand même les Français qui réagissent tout de suite. Avec l'Afghanistan, on l'a vu très fortement, avec ce qui peut se passer aussi à Lampedusa et en Libye, il y a toujours des réactions. Et en fait, c'est assez étonnant ce qu'on peut appeler cette créolisation véritable, c'est-à-dire comment on sort du chaos. Comment on sort du chaos en maintenant des liens avec des populations qui sont en difficulté et qui sont en guerre. Pourquoi vous parlez de créolisation ? Justement, parce que pendant cette campagne, au début de la campagne... Ah oui, c'est le terme de Jean-Luc Mélenchon. Et d'Éric Zemmour. Qui se sont affrontés sur ce thème-là, sur le thème de l'identité. Et moi, j'apporte une analyse, parce qu'en fait, il se réfère au texte d'Édouard Glissant. En réalité, Édouard Glissant parle de créolisation dans une philosophie de la relation pour sortir du chaos. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans notre position d'aide et d'accueil en fait de ces réfugiés, c'est cette créolisation-là qui se déploie. Et non pas une créolisation sur la race ou le métissage. C'est la construction en fait de cette Europe politique qui, depuis l'exode, depuis le Yiddishland, puisqu'on parlait de la Moldavie, de la Pologne, de la Hongrie, c'est ça, cette créolisation européenne. Je vois opiner du chef Didier Lesky à ce que vient de dire Rachel Kahn.
c'est cette idée de créolisation inattendue entre Ukrainiens et Occidentaux, parce que c'est vrai que la culture n'est pas tout à fait la même, mais il y a ce sentiment d'une fraternité partagée avec le peuple ukrainien. Oui, il y a le sentiment d'une fraternité partagée. Je dirais, je souriais aussi parce que le Yiddishland, c'est aussi une organisation qui s'appelait le Bund, et qui était l'expression de la solidarité des travailleurs à travers les frontières, et ça me fait toujours plaisir qu'on rappelle cette histoire qui a bercé ma jeunesse, si j'ose dire. Mais je dois dire que globalement, on peut dire que avec l'ensemble des crises qu'on a connues, le pays se comporte beaucoup mieux qu'une partie de sa classe politique. Et on l'a vu au moment de l'Afghanistan, où on a eu des expressions d'accueil, alors même qu'une partie de la classe politique était contre. Moi, je l'ai vu très concrètement au moment de ce qu'on a appelé le démantèlement de la lande de Calais en 2016, où certains responsables politiques, à tort, puisqu'on en a fait la démonstration, expliquaient que prendre en charge les personnes à partir de Calais et les mettre dans des endroits à travers la France, ça allait être des mini-Calais. On a vu exactement l'inverse, et je rappelle qu'en 2016-2017, l'immigration n'a pas été un sujet politique majeur dans la campagne électorale. Oui. Mais attendez-moi, il n'y a pas aussi une grande différence, c'est-à-dire que quand on a vu par exemple à la lumière de la crise en Afghanistan ou de la crise syrienne il y a quelques années, on pouvait s'interroger sur le détournement du droit, c'est-à-dire que vous êtes syrien, la guerre est dans votre pays, plutôt que d'aller dans le pays voisin en attendant que la guerre se termine, on voyait des gens traverser 6, 7, 8 pays, on a parlé à cette époque d'asile shopping, exactement pareil que comme pour l'Afghanistan. Alors que là on voit des Ukrainiens qui disent je reste à proximité parce que mon but ultime c'est de pouvoir retourner chez moi. Y a-t-il pas une différence aussi? Ce que signalait Philippe Val est vrai, c'est-à-dire que à partir d'un drame humain, il peut y avoir une volonté d'organiser du chaos. Je rappelle que sur les 1,2 million de personnes qui sont rentrées en Allemagne entre 2015 et 2016, il n'y avait que 30% de Syriens. Bah oui. Il y avait en réalité d'autres nationalités qui étaient là, et ça s'est vu effectivement dans les décisions d'octroi d'un statut de protection de l'asile, comme on dit. Mais je pense il y a deux temps différents. Le premier temps, c'est quand même l'idée qu'il faut un accueil, et il faut organiser par rapport à des personnes qui sont réellement en souffrance, et il n'y a pas de discussion possible, les moyens de les accueillir au mieux. Et c'est très net, on a là une situation de guerre qui est absolument tangible, et il faut mettre en place les moyens pour faire face justement à une possible arrivée importante, parce qu'on ne sait pas si ce conflit va durer 4 semaines, 5 semaines, des mois, et donc il faut le faire. Et ce qui est quand même frappant, et là c'est vrai, c'est qu'il y a cette fois-ci, je dirais, globalement une très grosse concordance entre l'ensemble des responsables politiques et le pays profond, qui, je le rappelle, depuis plusieurs années, se comporte plutôt bien. L'Office, c'est plus de 110 000 places d'hébergement pour demandeurs d'asile réparties à travers la France. Et depuis 5 ans, il n'y a pas un seul centre qui était l'objet d'une attaque, par exemple, alors qu'on a vu cela en Allemagne, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, on l'a vu en Italie, on a pu le voir en Espagne, on l'a pas vu en France. Et en même temps, la France, c'est le pays qui a eu les chocs symboliques les plus forts. C'est le pays qui, depuis des années, subit des attentats, et c'est dont la volonté était de provoquer le chaos, et en particulier des attentats symboliques terribles. Tuer un prêtre dans une église, tuer des juifs en France, c'est le seul pays où on a eu ça. C'était extrêmement grave, alors qu'on est le pays où il y a la plus forte proportion de juifs dans la population. C'est ça. Et tuer des journalistes et tuer des personnes qui déambulent sur la, voilà, c'est ça, et qui déambulent sur la Côte d'Azur. Donc, vous voyez, à Nice. Donc, pour répondre à votre question, si la réaction n'est pas spontanément la même, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est comme la température ressentie, la température réelle, c'est que chez nous, il y a eu énormément d'attentats qui venaient du Moyen-Orient. Donc, forcément que l'afflux de réfugiés venant du Moyen-Orient a allumé une méfiance, et néanmoins, on a passé par-dessus cette méfiance pour accueillir les gens, c'est quand même très méritoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y avait un réflexe, on pourrait dire républicain de solidarité, tout à fait étonnant. Ouais. Et être français, c'est être républicain. Mais cette situation-là peut permettre aussi à nos jeunes générations, puisqu'on va accueillir des enfants de cette guerre, et dans les écoles, en fait, de les, entre guillemets, former et éduquer à nos fondamentaux républicains pour pouvoir les accueillir en fraternité dans l'école de la République. Il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous revient, par exemple, de Pologne, c'est
pour l'instant un sentiment d'attente, et la Pologne est le lieu où on se repose pour beaucoup de gens, parce qu'il y a l'espérance d'une reconstruction, avec l'espérance que le conflit s'arrête vite. Et je crois qu'il faut garder cet espoir-là, et tout ce que fait le maintien du dialogue avec Vladimir Poutine, fait par le président de la République, vise justement à arrêter au plus tôt ce conflit pour qu'on n'ait pas une situation de destruction totale d'un pays. Merci beaucoup Didier Lesky d'être venu au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Philippe Val, merci à vous. Philippe, à la semaine prochaine. Rachel Kahn également. Merci. Il est 8h57 sur Europe 1.